Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de vous remémorer tout le cours sur la physiologie de l'excrétion à travers une séance de sophrologie. Donc pour commencer, vous pouvez tout simplement vous installer de façon confortable et puis vous laisser aller à l'écoute afin de réactiver vos connaissances. Donc je vous propose, une fois que vous êtes installé, de commencer en portant votre attention sur la position de votre corps, le confort de cette position. Je vous propose également de fermer les yeux si ce n'est déjà fait pour vous détendre tout à fait pleinement et de laisser les pensées passer sans leur accorder vraiment d'attention pour simplement vous centrer sur votre corps, ce qui vous laissera la place ensuite pour réactiver ces connaissances. Et pour cela, vous pouvez simplement parcourir assez succinctement les points d'appui de votre corps, les appuis de vos pieds, les appuis de vos jambes. Sentir que au niveau de chaque point d'appui, votre corps se pose. Et puis poursuivre à partir des jambes, conscience des appuis de la région du bassin, de la ceinture abdominale, de la région thoracique et conscience aussi à travers les appuis de la région du tronc que cette partie de votre corps se pose à son tour tranquillement et que cette tranquillité vous la retrouvez aussi au niveau de vos bras, vous les parcourez, vous accueillez les appuis de vos deux bras, des épaules jusqu'à vos mains, de vos mains jusqu'à vos épaules et vous sentez également vos bras se poser, se relaxer, puis vous faites de même au niveau de la région de votre cou et de votre tête, conscience des appuis qui s'y trouvent et conscience du fait que ces parties de votre corps se posent et plus largement vous accueillez la détente de l'ensemble de votre corps ainsi posé, une détente peut-être présente, détectable dans votre respiration, elle aussi posée, une respiration calme, tranquille, naturelle et profonde. Et vous vous centrez sur cette détente qui s'installe en vous. Vous pouvez même l'installer un peu plus profondément en vous, en laissant cette détente parcourir l'ensemble de votre tête, l'arrière de votre tête, les côtés de votre tête, le sommet de votre tête. Et cette détente, vous la laissez aussi gagner toutes les régions de votre visage, votre front, vos sourcils, vos yeux, vos tempes, mais aussi votre nez, vos pommettes, vos joues, votre bouche, votre mâchoire, votre menton. Vous accueillez toute la détente de votre visage, plus largement toute la détente de votre tête, une détente tranquille qui s'étire dans la région de votre cou avec peut-être la sensation que la nuque et la gorge se relaxent agréablement et que cette relaxation agréable gagne à présent vos épaules, vos bras. Vous percevez la détente qui s'étire jusqu'au bout de vos doigts. Vous percevez tout simplement la détente de vos deux mains, de vos deux bras. Une détente présente aussi dans toute la région du tronc, des épaules jusqu'à votre bassin. Vous percevez les différentes parties du tronc, le thorax, l'abdomen, la région pelvienne qui se relaxe. Et vous laissez la détente s'installer plus pleinement dans vos jambes. Vous la percevez au niveau de vos cuisses, au niveau de la région des mollets, au niveau de vos pieds. Et vous prenez conscience de vos deux jambes relaxées, détendues. Plus largement, vous prenez conscience de l'ensemble de votre corps relaxé et détendu. Et vous accueillez toute cette détente agréable que vous venez d'installer en vous. Une détente tranquille et pleine, une détente qui vous permet de vous concentrer utilement
Et justement, dans cet état de détente où votre concentration, votre attention est disponible, je vous propose de vous remémorer le cours sur la physiologie de l'excrétion. Je vous propose de reparcourir un petit peu l'ensemble de ce cours sur la physiologie de l'excrétion, un cours dans lequel vous avez commencé par vous centrer sur l'organisation très générale du système de l'excrétion pour ensuite vous concentrer plus spécifiquement sur la structure des reins, sur la physiologie rénale, pour ensuite dire quelques mots sur la façon d'évaluer la fonction rénale et pour ensuite évoquer le devenir de l'urine et le traitement des déchets par d'autres organes. Et pour terminer, vous pouvez vous souvenir aussi de quelques mots évoqués concernant le développement embryonnaire de ce système. Ce plan étant maintenant à nouveau dans votre tête, vous pouvez vous centrer un peu plus spécifiquement justement sur l'aperçu général de ce cours sur la physiologie de l'excrétion, aperçu dans lequel vous avez pu mettre en place la structure de ce système avec les principaux organes, deux reins qui, en quelque sorte, nettoient le sang, deux reins connectés par deux uretères à la vessie, qui elle-même est connectée par l'urètre au milieu extérieur. Vous prenez conscience de la structure de ce système de l'excrétion et du fait que ce système de l'excrétion permet justement d'évacuer à travers les urines les déchets du métabolisme, les déchets qui sont produits par la réalisation des réactions métaboliques dans le corps. Vous prenez conscience aussi que ce système de l'excrétion, appelé aussi parfois système urinaire, est épaulé par d'autres systèmes qui peuvent aussi contribuer à l'évacuation de déchets du métabolisme et qu'il reste néanmoins le système dont c'est la fonction principale, même si les reins assurent aussi d'autres fonctions, des fonctions autres que l'excrétion, qui sont plus ou moins reliées avec tout ce qui relève de la régulation, de la composition du sang, du pH du sang, du volume du sang, aussi la libération d'hormones par les reins en particulier. Et justement, puisque vous êtes centré sur les reins à présent, vous vous souvenez peut-être du deuxième point de ce cours, centré plus spécifiquement sur la structure des reins, sur leur aspect très général, le fait que les reins sont des organes pairs, situés un peu au-dessus de la taille, en forme de haricot rougeâtre, en position rétro-péritonéale, et peut-être que vous vous souvenez aussi d'une région, le île rénal, qui est la zone par laquelle les reins se raccordent au reste du corps, une région où l'on trouve toute la tuyauterie, les vaisseaux sanguins, lymphatiques, les nerfs, et puis les uretères. Peut-être que vous pouvez aussi vous souvenir des 3 couches de tissu qui enveloppent les reins. Une couche superficielle, une couche intermédiaire et puis une couche plus profonde qui, toutes les 3, contribuent à donner aux reins leur forme et qui contribuent également à l'attache des reins dans la cavité du tronc. Et puis peut-être que, voyant les reins depuis l'extérieur, vous pouvez aussi les visualiser à l'intérieur, vous centrer sur l'anatomie interne des reins et peut-être vous souvenir de l'aspect du parenchyme rénal. Ce parenchyme rénal étant constitué de 2 zones, une zone qui forme une sorte d'écorce qu'on appelle le cortex et qui est subdivisée elle-même en une zone corticale externe et une zone dite juxtamédulaire puisqu'elle jouxte la région plus interne qui s'appelle la médula rénale, dans laquelle se trouvent des pyramides rénales séparées les unes des autres par des colonnes rénales qui sont des expansions du cortex. Vous pouvez peut-être aussi vous souvenir et visualiser justement
un lobe rénal constitué d'une pyramide, du cortex adjacent et puis des demi-colonnes qui entourent cette pyramide. Et puis peut-être que vous pouvez, en visualisant cette anatomie interne des reins, voir aussi les différents réceptacles des reins, les structures qui vont recueillir l'urine qui est produite justement dans le parenchyme rénal par les structures unitaires des reins qui sont les néphrons, et peut-être prendre conscience de toutes ces sortes de réceptacles qui s'enchaînent. Conscience peut-être des papilles au sommet des pyramides qui déversent leur contenu dans les calices mineurs, qui se déversent dans les calices majeurs, qui se déversent dans le bassinet du rein, aussi appelé le pied long ou le pelvis rénal, et de là vous pouvez suivre le trajet vers l'urtère, la vessie, l'urètre et le milieu extérieur. Donc vous avez pleinement conscience de la structure de ces reins, leur anatomie externe, leur anatomie interne. Et puis vous pouvez aussi porter un regard sur la vascularisation des reins. Peut-être même que vous pouvez parcourir une portion de la circulation systémique qui gagne les reins justement en partant du cœur gauche, du ventricule gauche, de là dans l'aorte. Puis de l'aorte, vous arrivez vers une artère rénale. Et puis vous parcourez différentes artères, différentes ramifications pour finalement arriver dans des petites artères, appelées les artérioles glomérulaires afférentes, qui débouchent ensuite sur un premier réseau de capillaires, appelé le glomérule. Vous pouvez peut-être visualiser ces capillaires glomérulaires qui forment une espèce de pelote de laine, et dont les capillaires justement se rencontrent et constituent une autre petite artère, l'artériole glomérulaire efférente, qui va à nouveau se capillariser, qui va former un deuxième réseau de capillaires, les capillaires dits péritubulaires, qui vont ensuite se rejoindre et former les vénules péritubulaires, qui vont rencontrer d'autres, et peut-être que vous pouvez voir se constituer une veine rénale qui débouche dans la veine cave inférieure, qui revient au cœur droit, au niveau de l'oreillette droite. Vous pouvez circuler dans cette vascularisation particulière des reins, particulière puisqu'il s'agit là d'un système porte artériel. Vous prenez conscience donc de l'enchaînement de ces deux réseaux de capillaires, reliés l'un à l'autre par une artériole glomérulaire dite efférente et qui constitue ici un système porte artériel. Avant de mettre en lien justement cette vascularisation avec la structure du néphron, vous pouvez vous souvenir que nous avons assez peu abordé l'aspect innervation des reins, en disant simplement que le système nerveux autonome va surtout s'occuper de la régulation de la vasomotricité. Et puis justement, vous pouvez maintenant vous pencher sur la structure d'un néphron. Un néphron qui peut être envisagé comme une sorte de petit serpent à la gueule ouverte, qui tient une sorte de pelote de laine, une pelote de laine qu'il tient dans sa gueule, et cette pelote de laine, vous pouvez aussi la voir qui s'enroule autour de son corps. Et donc vous pouvez voir ce néphron, la tête du serpent dont la gueule est ouverte, qui s'appelle plus spécifiquement la capsule glomérulaire, et puis la pelote de laine dans la gueule du serpent, la pelote de laine, le glomérule, les capillaires glomérulaires qui se trouvent justement dans cette capsule d'une certaine façon, et dont l'ensemble des deux, la tête plus la pelote de laine, la capsule glomérulaire plus le glomérule, constitue le corpuscule rénal. Et puis vous pouvez aussi cheminer dans le corps de ce petit serpent qui symbolise un néphron. Vous pouvez circuler dans le tubule rénal et vous rencontrez d'abord, en quittant la capsule glomérulaire, vous rencontrez le tubule contourné proximal.
Puis vous rencontrez la anse du néphron avec le tubule rénal descendant, puis le tubule rénal ascendant. Et enfin, vous pouvez cheminer un petit peu en zigzagant dans le tubule contourné distal, qui débouche dans le tubule collecteur, qui débouche via une papille au sommet d'une pyramide rénale dans le calice mineur, puis le calice majeur, puis le bassinet, puis l'urtère, puis la vessie, puis l'urètre, puis le milieu extérieur. Vous pouvez parcourir ce chemin qui est aussi le chemin que l'urine parcourt. En tout cas, vous prenez conscience de la structure de ce néphron, de la manière aussi dont les deux réseaux de capillaires se placent par rapport au néphron, avec le premier réseau de capillaires, les capillaires glomérulaires, situés dans la gueule du serpent, donc au niveau de la capsule glomérulaire, et puis les capillaires péritubulaires situés autour du corps du serpent, autour du tubule rénal. Et puis vous pouvez aussi vous centrer un peu plus spécifiquement sur la capsule glomérulaire, cette espèce de tête de serpent à la gueule ouverte, et prendre conscience des deux feuillets qui constituent cette capsule glomérulaire, le feuillet pariétal à l'épithélium simple, et puis le feuillet viscéral, dont l'épithélium est simple, mais constitué par des cellules que l'on appelle apodocytes, parce qu'elles ont un peu des formes de pieuvres, et qu'elles entourent les capillaires glomérulaires avec leurs tentacules. Vous pouvez aussi peut-être visualiser entre ces deux feuillets, le pariétal, le viscéral, c'est-à-dire d'une certaine façon dans la tête de ce serpent, la chambre glomérulaire qui est le lieu où une forme d'urine primitive se constitue. Une forme d'urine primitive qu'on peut appeler un filtrat, puisqu'un processus de filtration a lieu au niveau de cette tête du serpent, au niveau de cette capsule glomérulaire, de ce corpuscule rénal. Vous pouvez peut-être même aussi prendre conscience justement de la façon dont s'articule la capsule glomérulaire avec le glomérule, la tête du serpent avec la pelote de laine, et prendre conscience que non seulement les cellules de l'épithélium du feuillet viscéral ont des formes de pieuvres et saisissent de leurs tentacules les capillaires glomérulaires, vous pouvez aussi prendre conscience de la présence d'autres cellules qu'on appelle les cellules mésangiales, qui forment des sortes d'anneaux autour des capillaires et qui peuvent éventuellement se contracter. Puis vous pouvez parcourir à nouveau le tubule rénal, parcourir le tubule contourné proximal. Constatez que l'épithélium de ce tubule contourné proximal présente de nombreuses villosités, avec finalement une sorte de bordure en brosse qui se constitue, qui augmente la surface de cette région. Vous pouvez prendre conscience de la anse du néphron dont l'épithélium est simple. Conscience aussi de la fin de la anse ascendante où l'épithélium simple est un peu modifié et constitue la macula densa qui est une région capable de détecter les concentrations en sel du fluide tubulaire, de cette espèce d'urine primitive qui circule dans le tubule du néphron, dans le corps du serpent. Cette région particulière, la macula densa, qui peut libérer des substances qui peuvent avoir un effet vasoconstricteur ou vasodilatateur sur les artérioles glomérulaires afférentes, qui sont elles aussi modifiées et constituent des cellules juxtaglomérulaires. L'ensemble des deux, la macula densa plus les cellules juxtaglomérulaires, constituant l'appareil juxtaglomérulaire qui est important pour la régulation de la pression artérielle rénale. Et puis vous pouvez circuler dans le tubule contourné distal à la fin de ce tubule jusqu'au tubule collecteur et observer que l'épithélium est simple avec parfois quelques microvillosités qui sont présentes.
Et puis vous pouvez vous centrer plus spécifiquement à présent sur la physiologie rénale et sur les processus qui prennent place au niveau du néphron. 3 processus en tout. Un processus qui prend place au niveau de la tête du serpent, de la tête du néphron, qui est la filtration glomérulaire qui va permettre un passage de substances présentes dans le sang vers la chambre glomérulaire, processus de filtration glomérulaire qui va constituer le filtrat glomérulaire, cette espèce d'urine primitive présente à l'intérieur justement de cette espèce de tête du serpent, à l'intérieur de cette capsule glomérulaire. Et puis vous pouvez cheminer dans le corps du serpent, dans le tubule du néphron et prendre conscience des 2 processus qui s'y déroulent, les processus de sélection tubulaire, puisqu'une sélection chimique s'y opère, un processus de réabsorption tubulaire qui permet le passage d'éléments depuis le fluide tubulaire, cette urine primitive, en direction du sang, et puis le processus de sécrétion tubulaire qui permet un déplacement dans le sens inverse depuis le sang vers le fluide tubulaire. Conscience donc de ces 3 phénomènes, de ces 3 processus du néphron. Et peut-être que vous pouvez aussi prendre conscience que la filtration glomérulaire, le premier de ces processus, se réalise au niveau de la tête du serpent, tandis que les 2 autres processus, la réabsorption et la sécrétion tubulaire, se réalisent au niveau du corps du serpent, au niveau du tubule du néphron. Et puis vous pouvez vous centrer plus spécifiquement sur cette filtration glomérulaire, prendre conscience de cette membrane de filtration qui est constituée par les structures qui délimitent les capillaires glomérulaires, donc les cellules endothéliales des capillaires glomérulaires, ainsi que les membranes basales qui leur sont associées. Et vous pouvez prendre conscience aussi des fameux podocytes, ces cellules tentaculaires évoquées qui ménagent entre leurs tentacules, entre leurs pédicelles, des petites fentes de filtration à travers lesquelles les substances vont pouvoir filtrer depuis le sang vers la chambre glomérulaire. Vous pouvez aussi prendre conscience du fait que ces podocytes, ces cellules pieuvres d'une certaine façon, peuvent parfois faire varier la taille de ces fentes, parfois les fermer, et que les cellules mésangiales au niveau des capillaires glomérulaires peuvent également se contracter et réguler l'étendue dans laquelle le sang circule dans cette pelote de laine, dans ce capillaire glomérulaire. Et puis vous prenez conscience de la manière dont cette filtration glomérulaire se réalise. Une filtration qui dépend bien sûr de ce que font ces cellules pieuvres, les podocytes, de ce que font aussi les cellules mésangiales qui peuvent réguler un coefficient qu'on appelle le KF, le coefficient de filtration. Et puis conscience aussi de ce que l'on appelle les forces de Starling qui vont réguler la pression nette de filtration. Ces forces de Starling qui naissent de 2 gradients, un gradient de pression osmotique, un gradient de pression hydrostatique. Le gradient de pression hydrostatique dépendant de la pression sanguine et de la pression qui existe dans la chambre glomérulaire, et la pression osmotique, ce gradient de pression osmotique dépendant des protéines plasmatiques présentes dans le sang et quasi absentes de la chambre glomérulaire. Vous pouvez peut-être même visualiser mentalement la formule permettant de calculer le débit de filtration glomérulaire, le DFG, qui correspond à la pression nette de filtration multipliée par le coefficient de filtration, donc le DFG qui est égal à la PNF multiplié par le KF.
Et peut-être que vous pouvez revisualiser l'explication de la pression nette de filtration avec les deux compartiments, le sang dans le compartiment glomérulaire, et puis cette espèce d'urine primitive, ce filtrat présent dans la capsule glomérulaire, dans la chambre glomérulaire plus exactement. Et vous pouvez peut-être visualiser les pressions hydrostatiques dans ces deux compartiments, ces pressions qui s'affrontent et la pression hydrostatique du sang qui l'emporte et qui pousse les éléments du sang vers la chambre glomérulaire. Peut-être que vous pouvez aussi visualiser les pressions osmotiques importantes dans le sang, faibles et quasiment nulles dans la chambre glomérulaire, et puis peut-être voir que finalement le sang attire les éléments depuis la chambre vers le sang. Et peut-être visualiser une pression nette de filtration qui s'exerce depuis le compartiment sanguin vers le compartiment urinaire, et comprendre que c'est ainsi que ce filtrat, cette urine primitive se constitue en grande quantité, puisque nous avions pu la chiffrer chaque jour. C'est entre 150 et 180 litres de filtrat qui va être produit par les deux reins. Et bien sûr, ce débit de filtration glomérulaire, s'il est assez important, permet de comprendre qu'il va être remanié, que plus exactement cette quantité de filtrat, cette espèce d'urine primitive va être remaniée, puisque l'urine produite par jour varie aux alentours de 1 à 2 litres, alors que nous produisons 150 à 180 litres justement de filtrat. Donc il va y avoir tout un tas de processus de récupération de substances et d'eau qui vont avoir lieu. Et vous pouvez peut-être vous souvenir du point suivant, à savoir que le débit de filtration glomérulaire se doit d'être stable, de façon à ne pas perdre trop de substances, de façon à ne pas trop conserver les déchets, et qu'une régulation intrinsèque, une autorégulation qui se produit dans les conditions physiologiques, qui va essentiellement se faire par une action sur la vasomotricité, donc essentiellement par une action sur la pression hydrostatique. Sachant qu'il peut aussi y avoir une action sur le coefficient de filtration à travers un effet sur les podocytes et puis sur les cellules mésangiales. Et puis peut-être vous souvenez-vous que dans des conditions, on va dire, non physiologiques, dans des conditions plus extrêmes, une régulation extrinsèque va prendre le pas et va jouer sur ce qui se passe au niveau des reins, mais nous n'allons pas la détailler puisque nous l'avons assez peu détaillé durant le cours. Ces éléments concernant la filtration glomérulaire étant revus, vous pouvez peut-être vous souvenir de ce que nous avons pu dire concernant la réabsorption et la sécrétion tubulaire, la réabsorption étant le mouvement qui va se faire depuis le sang vers depuis le fluide tubulaire vers le sang. C'est le fait que les éléments qui ont filtré, parmi tous ces éléments qui ont filtré, eh bien, une grande quantité, 99% de l'eau va retourner justement dans le sang et des solutés vont également être récupérés. Et ce processus de réabsorption va essentiellement prendre place au niveau du tubule contourné proximal. Pas uniquement bien sûr, mais ce processus va être assez important au niveau de cette région. Quant à la sécrétion va correspondre à un déplacement de substances depuis le sang vers le fluide tubulaire. Et la sécrétion prend place essentiellement au niveau des tubules contournés proximales et distales. Et peut-être que vous pouvez visualiser le schéma que nous avons fait en cours qui a repris justement ces mouvements de soluté, ces mouvements d'eau aussi qui se font au niveau du néphron.
Peut-être que vous pouvez vous souvenir du fait qu'au niveau du tubule contourné proximal sont réabsorbés le sodium, le chlore, les ions bicarbonates, le potassium, le glucose, les acides aminés, puis une grande quantité d'eau, à peu près 65% d'eau, tandis que sont sécrétés des protons et de l'ammoniac. Peut-être que vous pouvez aussi vous souvenir qu'au niveau de la anse, de l'eau et du sodium sont réabsorbés et qu'au niveau du tubule contourné proximal, de l'eau est encore réabsorbée ainsi que du NaCl, des ions bicarbonates et aussi des ions calcium, tandis que des protons et des ions potassium peuvent être sécrétés. Puis peut-être que vous pouvez aussi cheminer dans le tube collecteur et vous souvenir que l'eau peut être aussi réabsorbée à ce niveau. Une réabsorption d'eau qui est nommée réabsorption facultative de l'eau. Donc vous revoyez ce schéma qui résume l'essentiel de ce que nous avons dit concernant ces processus qui prennent place au niveau du tubule, du néphron. Et puis peut-être que vous pouvez aussi vous souvenir des mécanismes de régulation évoqués qui font intervenir différentes substances. Peut-être que vous vous souvenez de l'action de l'angiotensine 2 sur le néphron, l'angiotensine 2 qui va pouvoir agir essentiellement au niveau du tubule contourné proximal et augmenter la réabsorption de sodium et d'eau. Peut-être que vous pouvez aussi vous souvenir de l'action de l'aldostérone qui va surtout agir, elle, au niveau du tubule contourné distal et qui va augmenter la réabsorption de sodium et donc d'eau et qui va aussi augmenter la sécrétion de protons et d'ions potassium. Et peut-être vous souvenez-vous du système auquel appartiennent ces deux substances, l'angiotensine 2 et l'aldostérone, qui font partie du système rénine, angiotensine, aldostérone, avec un point de départ, une stimulation de ce système qui débute par une diminution de la pression artérielle, une diminution du volume sanguin, une stimulation du système nerveux orthosympathique qui amène les reins, plus exactement l'appareil juxtaglomérulaire, à produire la rénine. La rénine qui agit sur l'angiotensinogène présent dans le sang, est fabriqué par les hépatocytes et qui est transformée en angiotensine 1, laquelle est transformée par une enzyme présente également dans le corps qui est l'ACE, l'enzyme de conversion de l'angiotensine qui permet d'obtenir l'angiotensine 2. Et cette angiotensine 2 qui agit, comme nous l'avons dit, entre autres sur le tubule contourné proximal en augmentant cette réabsorption de sodium, de chlore et d'eau. Et puis, vous souvenir aussi que cette angiotensine 2 va agir sur les surrénales et entraîner la libération d'aldostérone qui agit sur la réabsorption de sodium et d'eau et sur la sécrétion de potassium et de protons. Et prendre conscience tout simplement que ce système rénine, angiotensine, aldostérone finalement a pour conséquence de diminuer le volume de l'urine produite et permet, si ce n'est de l'augmenter, au moins de conserver le volume sanguin et éventuellement de contribuer donc à l'augmentation de la pression artérielle. Sur ce petit schéma du néphron avec les processus de réabsorption et de sécrétion, nous avions aussi ajouté l'effet d'une autre substance, d'une autre hormone qui est l'ADH, qui est l'hormone antidiurétique ou la vasopressine qui est libérée par la neurohypophyse quand la pression osmotique du sang augmente, quand le volume du sang diminue, quand la pression artérielle diminue, et qui va agir plus spécifiquement au niveau du tubule contourné distal et du tubule collecteur, en augmentant leur perméabilité via l'insertion d'aquaporine 2 qui vont permettre d'augmenter la réabsorption d'eau, ce qui permet de réaugmenter la réabsorption facultative de l'eau, ce qui
contribue à diminuer le volume d'urine, donc à conserver davantage d'eau dans le corps, à diminuer la pression osmotique du sang, à réaugmenter le volume sanguin, réaugmenter la pression artérielle. Vous prenez conscience de ces éléments de régulation. Vous pouvez même aussi vous souvenir d'une pathologie évoquée qui est le diabète insipide, dans lequel la quantité d'ADH ne va pas être suffisamment importante, ou qui s'explique parfois parce que les récepteurs à l'ADH sont dysfonctionnels. Et puis vous pouvez vous souvenir d'une dernière substance évoquée, le facteur natriurétique auriculaire, qui est libéré quand le volume sanguin augmente par les oreillettes du cœur et qui va agir sur l'ensemble du tube rénal en diminuant la réabsorption de sodium et d'eau, qui va aussi agir sur les sécrétions d'aldostérone et d'ADH en les baissant, ce qui permet d'augmenter le volume d'urine produit et de diminuer le volume sanguin et la pression artérielle. Ce facteur natriurétique auriculaire ayant des effets inverses à ceux des 3 hormones précédentes évoquées, l'angiotensine 2, l'aldostérone, l'ADH. Une fois ces éléments en tête, vous pouvez peut-être aussi vous souvenir d'une remarque faite pour terminer cette partie sur la physiologie rénale, dans laquelle nous avons souligné le fait que l'urine produite est parfois concentrée, parfois au contraire peu concentrée, ce qui permet de continuer à éliminer la même quantité de déchets du corps en conservant plus ou moins l'eau selon les apports en eau qui sont réalisés. Et puis peut-être vous souvenez-vous ensuite du paragraphe qui porte sur l'évaluation de la fonction rénale, qui peut être évaluée à travers un examen des urines. Peut-être là vous souvenez-vous de la composition de l'urine qui a été évoquée, constituée essentiellement d'eau, mais aussi d'un certain nombre de substances, des ions, de l'urée, de la créatinine et d'autres substances qui peuvent être présentes. Et nous avions évoqué différents examens qui peuvent être faits, déjà par l'aspect des urines, par les bandelettes urinaires qui peuvent permettre d'évaluer certaines composantes de la fonction urinaire, mais qui permettent aussi d'évaluer l'état de fonctionnement d'autres organes. Peut-être vous souvenez-vous aussi de ce test appelé l'examen cytobactériologique des urines, le CBU, qui permet d'identifier des éventuels pathogènes et de réaliser un ciblage antibiotique, associé aussi à une analyse microscopique. Vous pouvez aussi, en repensant à cette partie concernant l'examen des urines, vous souvenir de 2 pathologies évoquées, la cystite, aussi qualifiée d'infection urinaire basse puisqu'elle concerne la vessie, et la pyélonéphrite, qualifiée d'infection urinaire haute puisqu'elle concerne les reins. Et puis des caractéristiques évoquées concernant ces 2 pathologies. Puis peut-être pouvez-vous vous souvenir ensuite du fait que la fonction rénale peut aussi être évaluée via des examens sanguins. Nous avions évoqué le test de l'azote uréique du sang qui permet d'évaluer la quantité d'azote de l'urée contenue dans le sang. Nous avions vu que cette quantité d'azote augmente quand la fonction rénale fonctionne moins bien. Et nous avions évoqué aussi la créatininémie, c'est-à-dire la quantité de créatinine contenue dans le sang qui peut être dosée et qui augmente quand il y a un dysfonctionnement rénal. Nous avions évoqué un peu plus en détail cette créatininémie et nous avons à partir de là commencé à évoquer ce que l'on appelle la clairance rénale qui désigne un volume de sang qui va être entièrement débarrassé d'une substance par unité de temps. Et nous avions dit que justement, la créatinine étant filtrée mais non réabsorbée, non sécrétée,
eh bien, nous avions dit que cette créatinine a une clairance qui correspond au débit de filtration glomérulaire et que sa clairance est justement estimée à partir de la créatininémie pour évaluer cette fonction rénale. Et peut-être vous pouvez vous souvenir des différents schémas que nous avons pu faire pour expliquer plus clairement cette clairance que nous avons évoquée pour différentes substances. Donc vous pouvez laisser ces schémas revenir à votre esprit. Et puis vous pouvez peut-être ensuite vous souvenir du point suivant concernant le devenir de l'urine, dans lequel il était question des urtères, qui sont des conduits pairs qui conduisent l'urine du bassinet des reins, de chaque rein vers la vessie. Vous pouvez vous souvenir des éléments évoqués concernant l'aspect de ces structures et du fait que l'urine dans ces urtères se déplace par péristaltisme, mais aussi aidée par la pression hydrostatique et la gravité. Puis vous pouvez vous souvenir aussi de la vessie qui est située derrière la symphyse pubienne et dont la musculeuse constitue le muscle détrusor ou muscle vésical. Puis peut-être que vous pouvez vous souvenir de l'urètre, un conduit impair qui va de la vessie au milieu extérieur et sur le trajet duquel deux sphincters peuvent être identifiés, le sphincter interne de l'urètre qui est involontaire et le sphincter externe de l'urètre qui est volontaire et constitué de muscles modifiés du périnée. Et en reparcourant cette partie sur le devenir de l'urine, vous vous souvenez peut-être aussi des quelques explications succinctes données concernant la miction, constituée elle-même de deux phases, une phase de remplissage pendant laquelle le muscle détrusor, ce muscle de la vessie ou muscle vésical, est relâché et pendant lequel les deux sphincters sont contractés, ce qui permet justement à l'urine de s'accumuler. Peut-être vous souvenez-vous des principes très généraux impliquant les mécanorécepteurs de la paroi de la vessie et puis différents neurones moteurs du système nerveux autonome et des motoneurones du système nerveux somatique qui sont connectés à la vessie et au sphincter. Mais simplement, vous pouvez vous souvenir pour l'instant du principe général, à savoir que pendant cette phase de réplétion, de remplissage de la vessie, eh bien, la vessie est relâchée et les deux sphincters sont contractés. Et puis, pendant la deuxième phase, la miction à proprement parler, c'est-à-dire la phase de vidange, vous pouvez peut-être visualiser à ce moment-là la vessie qui se contracte, le détrusor qui se contracte, et puis les deux sphincters qui sont relâchés, ce qui permet à l'urine de s'écouler dans le milieu extérieur. Peut-être que vous pouvez aussi revoir l'explication succincte impliquant les réseaux de neurones et le fait que ces réseaux de neurones de la moelle épinière sont eux-mêmes sous contrôle de réseaux de neurones situés dans le tronc cérébral qui peuvent refuser ou autoriser la miction, qui vont faire la bascule entre la phase de réplétion, de remplissage et la phase de vidange. Et peut-être aussi vous souvenir que les réseaux de neurones du tronc cérébral sont eux-mêmes sous contrôle volontaire, le cortex cérébral étant informé du remplissage de la vessie à travers la sensation d'envie d'uriner. Et ce cortex cérébral, en tout cas des réseaux de neurones, entre autres situés dans ce cortex, pouvant inhiber ou stimuler les réseaux de neurones du tronc cérébral, ce qui permet la miction volontaire. Et puis, presque parvenu au terme de ce cours, vous vous souvenez également des différents organes, autres que les reins, autres que le système urinaire, qui sont impliqués dans le traitement des déchets, avec par exemple le système respiratoire, le système tégumentaire, le système digestif, le sang et les tampons. Et puis pour finir, vous pouvez peut-être aussi vous souvenir des quelques mots de fin concernant le développement embryonnaire des reins en particulier, avec
d'une certaine façon 3 reins, 3 types de reins qui se succèdent au cours du développement, pronéphrose, mésonéphrose, métanéphrose. Et puis, nous sommes parvenus donc au terme de ce cours, donc nous venons de revoir un petit peu l'ensemble de cette physiologie de l'excrétion. Vous pouvez prendre un temps justement pour revisualiser un petit peu l'ensemble, peut-être comme sur une carte mentale, mais peut-être aussi d'une façon tout à fait autre. Et visualisez que vous avez toutes les grandes lignes de ce cours en tête, que les grandes compréhensions sont là et qu'à partir de là, vous avez accès davantage aux éléments de détail. Et vous pouvez prendre le temps de laisser tous ces éléments s'inscrire en vous tranquillement. Tous ces éléments de la physiologie de l'excrétion, vous les laissez s'inscrire en vous. Et puis, une fois ces éléments inscrits, vous allez pouvoir tout simplement vous reconnecter aux sensations de détente qui sont les vôtres et puis reconnecter à vos sensations de détente, de relaxation de votre corps. Et bien, vous allez très simplement commencer à renouer avec votre état d'éveil habituel. Et donc pour cela, vous pouvez retrouver vos points d'appui. À travers les points d'appui de votre corps, vous entrez en contact avec le support sur lequel vous êtes installé. Et vous revoyez progressivement ce support, vous revoyez progressivement l'ensemble de l'environnement dans lequel vous êtes installé. Et le fait de revoir cet environnement, vous sentez que ça vous permet de retrouver progressivement votre état d'éveil habituel. Vous retrouvez cette énergie qui revient d'ailleurs encore plus précisément lorsque vous réentendez aussi tout l'environnement sonore de l'environnement dans lequel vous êtes. Et vous pouvez bouger, tirer les bras, étirer les jambes, frictionner votre peau et sentir que votre énergie est de plus en plus présente. Et si vous sentez que ça y est, vous êtes éveillé, eh bien vous pouvez, si ce n'est déjà fait, ouvrir les yeux et puis vous allez pouvoir reprendre vos occupations. Et je vous dis pour ma part à bientôt pour une prochaine vidéo.